Vous voyez mon écran? Non. Vous voyez moi pas mon écran. Je vais partager. Voilà. D'accord. Donc, toujours dans les algorithmes machine learning et dans la partie qui concerne la classification, nous allons essayer de montrer comment fonctionnent les arbres à décision. Alors, les arbres à décision, normalement, c'est une technique qui permet de faire la classification, comme ils permettent aussi de faire la régression. Et bien sûr, ils appartiennent à la catégorie de l'apprentissage supervisé. Et nous avons montré dans la première étape des arbres à décision comment créer un modèle basé sur les arbres à décision, tout en se basant sur les libraries, à savoir Scalar. Et nous avons suivi les étapes, le data, les préparer, d'accord, la partie features et la partie target, aussi divisé en partie d'apprentissage et une partie de test. Nous avons créé le modèle, fait l'entraînement, faire la prédiction et évaluation du modèle. Donc, pour la partie data, on a fait ce traitement-là, surtout pour utiliser la partie de dataset diabète qui est disponible sur kaggle, d'accord.com. Nous l'avons téléchargé, nous l'avons utilisé à partir de notre disque. Et nous avons bien sûr finalement eu un data, d'accord, dont le head est le suivant. Et bien sûr, pour diviser notre data en features déjà et en target, on a fait ce travail-là, c'est la partie de features qui est X, et la partie target qui est Y, et ensuite nous avons divisé notre dataset en entraînement et en test, en utilisant la fonction train test split qui appartient à cette librairie-là, à partir de sklearn et exactement model selection. Et ensuite, nous avons apporté decision tree classifier à partir de la librairie sklearn.tree. Ensuite, nous avons créé notre modèle sans aucun paramétrage dans un premier temps et nous l'avons entraîné en utilisant la fonction fit qui reçoit la partie du features et la partie de la target. Et bien sûr, une fois l'entraînement est fait, à ce moment-là, on est capable de faire la prédiction. Ici, nous avons passé tout un sous-ensemble de data qui concerne le dataset de test et nous allons utiliser la fonction predict pour avoir un ensemble de prédictions. Alors, une fois faire la prédiction qui concerne les tests, nous avons bien sûr la réalité qui est ça, d'accord, qui est Y-test. Donc, on peut avoir la confusion matrice à partir de là. Donc, ça, ce n'est qu'un rappel de la première partie. Et nous avons fini, bien sûr, par créer deux modèles. Un modèle sans aucun paramétrage, un modèle avec paramétrage. Bien sûr, nous avons utilisé juste quelques paramétrages en utilisant la technique utilisée pour le calcul d'attributs racines des sous-arbres et de l'arbre principal. Et aussi, nous avons précisé la largeur maximale, la profondeur plutôt maximale qui est 3. Donc, ceci fait la différence entre deux modèles, modèle 1 et modèle 2, comme le montre ici la partie visualisation. Donc, modèle 1, c'est ça. Et modèle 2, c'est ça. Et nous avons dit, parmi les caractéristiques d'un bon arbre de décision, il doit être simple à lire. Donc, simple à lire, en faisant la comparaison, on doit comprendre que cet arbre-là, il est simple à lire, donc à interpréter. Finalement, on peut juger que cet arbre-là, il est meilleur que celui-là. D'accord? Déjà en termes de lisibilité. Et surtout, il fournit de résultats meilleurs. D'accord? Celui-là, le deuxième modèle, il fournit de résultats meilleurs par rapport au premier. Alors, bien sûr, suite à un petit paramétrage que l'on montre ici, la création de modèle. Alors maintenant, nous allons entrer un peu dans la boîte noire parce que jusqu'à présent, on a utilisé les bibliothèques, d'accord? On a utilisé les bibliothèques pour créer l'arbre à décision, mais maintenant, nous allons essayer de découvrir comment ça se passe derrière pour créer un arbre à décision. Donc, pour cela, déjà,
La question qui se pose, c'est comment sélectionner un attribut plus représentatif. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire un attribut, d'accord? Plus représentatif, c'est quoi? Donc ça, c'est notre objectif de la suite de ce cours. Bien sûr, dans cette partie-là, donc ça appartient à cette catégorie, donc Attribute Selection Majors, ACM. ASM. Si vous allez rechercher sur Internet, certainement, vous allez trouver plusieurs documentations qui concernent cette partie-là. Et en même temps, vous allez trouver beaucoup de documentation qui concernent les différentes mesures qui sont le gain anthropique, d'accord, le gain ratio et le Gini index, toutes ces techniques et autres, d'accord. On peut trouver plein d'autres méthodes dont l'objet principal est de répondre à la question qui dit comment sélectionner l'attribut le plus représentatif à partir d'un dataset. Par exemple, ici, bien sûr, nous avons un dataset, d'accord, de notre, d'accord, de diabète. Ça, c'est le dataset. Et ce dataset, il y a plusieurs attributs, d'accord, plusieurs attributs, d'accord, ce sont les suivants. La question qui s'est posée, c'est comment choisir l'attribut le plus représentatif, c'est-à-dire choisir la racine. Comme vous l'avez constaté, ici, normalement, c'est, par exemple, pour ce cas, l'attribut le plus représentatif, c'est le glycose. Donc, le glycose, donc il faut le définir, glycose, par exemple, le glycose. Alors, quels sont les sous-arbres? D'accord? Ça, c'est un sous-arbre de décision. Et ça, c'est un autre sous-arbre de décision. Et ça, c'est un arbre de décision. D'accord? Donc, un arbre, un sous-arbre, un autre sous-arbre. Et un sous-arbre, c'est un arbre. Donc, une fois choisir la racine, j'ai la même question qui va se poser. Comment choisir? Parce que ici, si je vais avoir ici false, si je vais avoir ici true, donc je vais discriminer les données. C'est-à-dire, par exemple, pour le glucose, je vais m'intéresser dans cette partie. Par exemple, si je vais dire le false, c'est équivalent à inférieur à 100, par exemple. Par exemple, ce n'est qu'un exemple. Est-ce que, c'est-à-dire cette branche-là, parce que la question, c'est supérieur ou égal à 100. Supérieur, la question. Glucose supérieur ou égal à 100. Donc, dans cette partie-là, false, c'est-à-dire inférieur à 100, je vais avoir dans cette partie uniquement le dataset ayant le glucose inférieur à 100. Par exemple, je vais avoir cet enregistrement. Je vais avoir cet enregistrement. Et ainsi de suite. Je vais avoir tous les enregistrements qui ont un glucose inférieur ou égal à 100. C'est-à-dire, je vais avoir un autre dataset. Ça, c'est le dataset initial. Je vais avoir un autre dataset, data 2. D'accord? Donc, ici, je vais reconstruire, c'est-à-dire, je vais répéter la même question. Comment choisir la racine de cet arbre, mais en se basant sur le data 2? Parce que j'ai déjà éliminé cet enregistrement parce que c'est supérieur à 100. Je vais éliminer aussi ça. Et je vais éliminer ça. Et je vais garder uniquement les enregistrements qui répondent à cette règle. La même chose ici. D'accord? Et une fois établir ça, je vais avoir la même chose. Aussi, je vais définir l'attribut plus représentatif et je vais avoir les mêmes questions jusqu'à construire l'arbre de décision. Donc, cette question-là, je sais très bien que jusqu'à maintenant, ça présente des ambiguïtés pour vous, mais on va essayer de découvrir pas à pas. Mais les décisions centrales derrière ça, c'est comment trouver l'arbre de décision. Pour simplifier la construction de notre arbre de décision, on va déjà simplifier notre dataset et ne pas utiliser les attributs numériques. Regardez ici, j'utilise les attributs numériques. Donc déjà, les attributs numériques, c'est un autre niveau de difficulté supérieur aux attributs catégoriels. C'est pour cela, dans la suite de cette démonstration, nous allons utiliser les attributs catégoriels, c'est-à-dire non numériques. Donc, c'est pour cela que nous allons, bien sûr, pour sélectionner l'attribut le plus représentatif à chaque fois, il y a plusieurs possibilités, mais nous allons nous concentrer déjà sur le gain anthropique.
Donc, nous allons définir c'est quoi le gain anthropique et ainsi de suite, tout en appliquant ces techniques sur des attributs, par exemple un attribut X, de valeur catégoriale, c'est-à-dire le nombre de possibilités illimitées, par exemple C, A, B, d'accord? C, A, B et ainsi de suite. C'est-à-dire 3 valeurs uniquement possibles pour simplifier. Au contraire des valeurs numériques pour lesquelles je peux avoir une infinité de possibilités. Donc, on va limiter les possibilités et par la suite, nous allons essayer d'attaquer le type numérique. Alors, c'est pour cela, le dataset que nous allons utiliser, ça, ce n'est pas le diabète, mais uniquement un autre dataset qui indique, bien sûr, qui indique est-ce que je joue au tennis ou pas. D'accord? Ou bien, je ne sais pas, jouer ou non, oui ou non. Alors, ça, c'est la classe. Donc, c'est la présence de target. Donc, c'est un apprentissage supervisé. Le type de target est binaire. Donc, il s'agit d'une classification binaire. Les autres attributs, les valeurs sont catégoriales. D'accord? C'est-à-dire ici, pour le pif, c'est 3 valeurs possibles. Ou bien 1, 2, 3, 4. 4 valeurs ou bien non, 3 valeurs possibles. Ici, dans la température, c'est 3 valeurs possibles. Ici, 3 ou bien 2 valeurs possibles. Normal, haute, basse. Il n'y a pas basse, normal, haute. Il y a 2 valeurs possibles, et ainsi de suite. Vrai, faux, 2 valeurs possibles. Ici, la classe. Alors, ça, c'est le dataset. Mais l'algorithme, c'est le suivant. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit, l'algorithme? L'algorithme, il s'appelle DT, c'est-à-dire Decision Tree. Il reçoit l'arbre à construire et bien sûr le E, c'est l'ensemble ou bien le dataset. Le E, c'est le dataset. Donc, ce sont les entrées de notre algorithme. Le T peut être initialisé à nul ou je ne sais pas, ça dépend. Alors, maintenant, c'est quoi l'algorithme? Si tous les exemples de E, regarde, tous les exemples de E sont dans la même classe, à ce moment-là, je vais dire les données sont pures. Si cette condition est vérifiée, on va voir par la suite c'est quoi un ensemble pur. Si cette condition est vérifiée, ou bien je vais l'expliquer tout de suite. Regarde. Pour dire, voilà. Ça, c'est le dataset initial. Après le choix de pif, supposons que maintenant nous avons choisi pif. Oui. Oui. Il y a quelqu'un qui a levé sa main. Est-ce que vous avez des questions? Alors, donc, s'il vous plaît, quelqu'un doit éteindre son micro. Hamza Abbaoui. Non? Ouais, Hamza. Ouais. Alors, j'étais en train de dire que ça, c'est le dataset de départ. Pour dire est-ce que le dataset est pur ou pas, tous les exemples de E, ça c'est E, ça c'est E. La question qui se pose, est-ce que tous les exemples sont dans la même classe? Ici, non, ils ne sont pas dans la même classe. Parce qu'il y a le non, le oui, et ainsi de suite. C'est mélangé. D'accord? D'accord? Ça, c'est moins. Ça, c'est moins. Ça, c'est plus. Le oui, c'est positif. D'accord? Positif. Positif. Négatif. Positif. Négatif. Positif, et ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est négatif. Ça, c'est positif. Donc, il y a les positifs négatifs, c'est-à-dire c'est mélangé, comme si tu as un exemple, un dataset, dans lequel il y a plus, moins. Donc, cet ensemble n'est pas pur.
Supposons que tu as un autre dataset dans lequel il n'y a que le plus. Ça, c'est un dataset pur. Un autre dataset qui a que les moins. Moins. C'est-à-dire ça, c'est un dataset pur. Donc, si je vais mettre E1 et je vais mettre E2 et je vais mettre E3, donc E1 n'est pas pur, E2 est pur et E3 est pur. D'accord? Pourquoi? Parce que E2 et E3 contiennent une seule classe. Une seule classe. C'est-à-dire tous les enregistrements sont non, ou bien tous les enregistrements sont oui. Donc, pur. Ici, non. Il contient deux classes, le plus et le moins. Donc, ce n'est pas pur. Comme le cas ici, ça, c'est un ensemble pur. Ça, c'est un ensemble non pur. Et ça, c'est un ensemble non pur. Qu'est-ce qu'il dit l'algorithme? Si tous les exemples de E sont dans la même classe, alors affecter l'étiquette en nœud courant. C'est quoi le nœud courant ici? Affecter l'étiquette CI. C'est quoi l'étiquette CI? C'est quoi l'étiquette CI ici? C'est quoi l'étiquette? C'est oui partout. Donc, le nœud courant, c'est celui-là. Couvert, pif couvert. Affecter le nœud à oui. C'est-à-dire ici, c'est la décision. Oui. Au lieu de dire tout ça, je vais dire oui. Je viens de recevoir un message. Voilà, c'est bon. Parce que j'ai pensé qu'il y a coupure de quelque chose, sinon c'est bon. Vous me recevez correctement? Kamal? Très bien. Alors, maintenant, regardez, ça c'est l'algorithme. Et j'ai interprété la première partie de l'algorithme. Si tous les exemples de E sont dans la même classe CI, c'est-à-dire il s'agit d'un data pur, alors affecter l'étiquette CI au nœud courant. C'est quoi l'étiquette CI pour ce cas, par exemple? C'est oui. Donc, je vais mettre oui. Et c'est fin. C'est fin de cette partie-là. Fin. D'accord? De cette partie-là. Donc, il y a la décision. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Sinon, c'est-à-dire je suis ici, par exemple, pour ce cas. Je suis dans ce cas. Sinon, c'est-à-dire je suis ici. C'est-à-dire tous les exemples de E ne sont pas dans la même classe. Ici, il y a non et oui. Donc, ils ne sont pas dans la même classe. Qu'est-ce que je vais dire? Je suis dans le sinon, c'est-à-dire le data est non pur. Voilà le data. Il est non pur, pourquoi? Parce que les enregistrements, il y a différentes classes. D'accord? Il y a différentes classes. Et qu'est-ce que je vais faire? Sélectionner un attribut A. Donc, je vais sélectionner un autre attribut avec les valeurs V1 jusqu'à Vn et partitionner selon E1 et ainsi de suite. Alors, supposons que je vais sélectionner un autre attribut. Supposons que je vais sélectionner humidité. Donc, ici, j'avais sélectionné pif. Je vais sélectionner un autre attribut, humidité. Et qu'est-ce que je vais faire pour les branches? Les branches égale quoi? Avec les valeurs V1 jusqu'à Vn. L'humidité, il a combien de valeurs? Différentes. Haute, donc 1, normal 2. Il y a seulement haute et normale. Donc, je vais faire haute et normale. Et je vais construire un autre dataset et je vais toujours poser la même question. D'accord? Je vais avoir un autre ensemble et ainsi de suite. Ça, c'est le principe. Mais on va le détailler pas à part. Je reviens parce que jusqu'à présent, j'ai juste parlé qu'est-ce que ça veut dire un ensemble pur. Je reviens à la première partie tout à l'heure. Voilà. Donc, vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire le data pur. Alors, sélectionnez l'étiquette C au nœud courant. Sinon, sélectionnez le meilleur attribut A avec la valeur V1 jusqu'à et partitionnez E selon V1 et refaire. Regardez ici. Pour G égale à 1 jusqu'à N, d'accord, jusqu'à N, qu'est-ce que je vais faire? DTTGEI. Donc, regardez, E1, E2, c'est ça, V. Ça, c'est l'attribut. Ça, c'est les valeurs possibles parce que ça, c'est en général. Par exemple, pour humidité, si jamais je vais faire humidité ici, je vais avoir uniquement deux valeurs, haute
et normal. Si je vais avoir la température, je vais avoir chaud, bon, frais. Je vais avoir 3. Si je vais avoir pif, je vais avoir soleil, couvert et pluie. Je vais avoir 3. Et ainsi de suite. Et ça, c'est récursif. Regardez, ça, c'est la récursivité. Donc, les arbres à décision, c'est un algorithme récursif parce que je vais appliquer la même chose sur les sous-arbres. Ça, c'est un sous-arbre. Ça, c'est un sous-arbre. Ça, c'est un sous-arbre. Je vais réappliquer la même chose. Donc, c'est récursif. Alors, maintenant, j'avance, mais nous allons découvrir ça pas à pas. Alors, maintenant, je vais essayer de construire un arbre, parce que l'objectif, c'est de construire un arbre de décision pour connaître est-ce que Ahmed va jouer au golf ou pas. Parce que Ahmed, il est là, le new data, d'accord? Mais je dois construire l'arbre de décision sur la base de l'historique. Et pour prévoir, Ahmed, il va juste parcourir l'arbre, d'accord? Il va juste parcourir l'arbre, d'accord? Jusqu'à trouver la réponse, par exemple. Est-ce qu'il va jouer ou pas? D'accord? Et ainsi de suite. Donc, je peux avoir, supposons l'arbre, Ahmed, selon ses valeurs, il va descendre dans l'arbre de cette manière-là. Ici, 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 d'accord? Et là, je vais trouver la réponse. Maintenant, on peut avoir une infinité de solutions d'arbres de décision. Trouver l'arbre de décision, sélection des attributs. On va commencer par une technique aléatoire. Et on va, ça c'est la première étape. Et dans la deuxième étape, nous allons suivre une technique qui va répondre à comment choisir le meilleur attribut. Pour le moment, dans un premier temps, autrement dit, dans un premier temps, je vais construire mon arbre de décision de manière aléatoire. Et dans second temps, je vais me baser sur une technique de sélection. Et bien sûr, dans la première aléatoire, je vais avoir ce résultat. Et dans la deuxième technique, en se basant sur des algorithmes, je vais avoir cet arbre de décision. Alors, attendez, je vais juste effacer ça. Alors, ici, un arbre de décision, il met en valeur les variables discriminantes. On va voir comment. Alors, déjà, pour l'exemple de départ, c'est ça, l'exemple de départ. C'est notre dataset de départ. Il y a 14 jours, G1, G2, G3, G4 jusqu'à G14. Pour G1, c'est non. Le non, c'est moins. D'accord? Pour G2, c'est non. Encore, c'est moins. Pour G3, c'est oui, c'est plus. D'accord? Alors, pour le plus, j'ai le G3, G4, G5, G7, G9, G10, d'accord? G11, G12, G13. Ça, c'est pour le oui, d'accord? Pour le non, c'est-à-dire négatif, j'ai G1, G2, G6, G8, G14. Ça correspond exactement à ça. Alors, il s'agit d'un dataset non pur, d'accord? C'est-à-dire, parce que mon entrée, c'est E, d'accord? L'entrée, c'est E. Et je teste sur E. Est-ce que E, c'est pur? Non. Il contient les deux. Les deux sous-ensembles ne sont pas vides. C'est-à-dire, mon dataset n'est pas pur. Qu'est-ce que je vais aller? Je vais aller dans le sinon. Qu'est-ce que je vais faire? Et nous avons dit de manière aléatoire, choix du pif de manière aléatoire. Parce que la question qui se pose, c'est sélectionner un attribut, soit en utilisant une technique, soit aléatoire. Regardez ici, qu'est-ce que j'avais précisé. Soit aléatoire, sélection des attributs, soit aléatoire, soit en utilisant des techniques. Jusqu'à présent, je vais mettre aléatoire. Donc, je vais choisir pif de manière aléatoire. Alors, pif. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Sélectionner un attribut. Je l'ai sélectionné avec les valeurs V1 jusqu'à Vn. Pif, combien de valeurs? Soleil, couvert, pluie. Il y a 3 branches. Voilà. Pour soleil, pour couvert et pour pluie. Je vais avoir 3 sous-ensembles. Alors, je vais réduire et je vais m'intéresser à soleil. C'est-à-dire, ici, c'est pif égale à soleil. D'accord? Alors, quels sont les enregistrements à garder? C'est pif égale à soleil. Alors, je vais garder cet enregistrement
celui-là, celui-là, le 9e enregistrement, le 11e, et voilà. Je vais garder combien? 1, 2, 8, 9 et 11. 1, 2, 8, 9 et 11. C'est-à-dire, je suis dans pif égale à soleil. Je vais discriminer les autres. Un arbre décisionnel met en valeur les variables discriminantes. J'ai éloigné les autres, c'est-à-dire ici, je vais garder uniquement le dataset avec pif égale à soleil. Pif égale à soleil, regardez, pif égale à soleil. Voilà les enregistrements que je vais avoir. Dans ce dataset, il y a le non et il y a le oui. Donc, vous constatez que le dataset est non pur. Maintenant, pour le couvert, quels sont les enregistrements que je vais avoir? Couvert, je vais avoir ça. Je vais avoir ça, 2. Je vais avoir 3 et je vais avoir 4. Donc, 3, 7, 12 et 13. Pour tous ces enregistrements, c'est discriminante. J'ai éloigné les autres qui ont différents à pif égale à couvert. Je les ai éliminés. J'ai gardé que pif égale à couvert parce que je suis dans cette branche. Et ici, les classes target appartiennent à la même classe qui est oui. Donc, tous les enregistrements sont oui. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un dataset pur. D'accord? Maintenant, pour plus oui, c'est la même logique. 4, 5, 6, 10, 4. Donc, c'est un dataset qui est pas pur. Alors, si je reviens à l'algorithme, maintenant, j'ai divisé, maintenant, j'ai sélectionné. Regardez. J'ai déjà fait cette partie. Je suis dans le sinon. J'ai sélectionné un attribut aléatoire qui est pif avec les valeurs V1, V2, V3. J'ai partitionné E. Ça, c'est le E de départ, le dataset de départ qui est celui-là. Mais je l'ai partitionné en fonction de pif égale à soleil, pif égale à couvert, pif égale à pluie. J'ai eu 3 sous-ensembles. J'ai eu E1 selon V1, j'ai E2 selon V2 et j'ai E3 selon V3. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Pour G égale à 1 au nombre de sous-ensembles. 1, 2, 3. Donc, N ici égale à 3. Qu'est-ce que je vais faire? DT, TG. Je vais faire ceci pour un arbre de décision qui se base sur E1. Supposons que ça, c'est E1. Vous voyez, ça, c'est E1. Ça, c'est E2. C'est T2. Et ça, c'est E3 pour T3. L'arbre de décision 3. Et ça, bien sûr, il se base sur E1. Plutôt sur E. Pardon, c'est E. Donc, E, il a été divisé en E1, E2, E3, selon pif qui est soleil, couvert, pluie. Donc, je reviens pour chaque, je vais faire appel à DT. Je vais faire appel à DT qui sera appliqué sur cet ensemble, DT sur cet ensemble et DT sur cet ensemble. DT, bien sûr, c'est l'algorithme, c'est notre algorithme. Regardez, DT, c'est notre algorithme. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? Est-ce que c'est bien? Très bien. Alors, maintenant, je vais avancer. Je vais commencer par, regardez, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais déjà voir quel est l'ensemble qui est vide. Maintenant, ça, c'est pur, c'est un ensemble pur. Qu'est-ce que je peux faire? Regarde, pourquoi j'ai fait pour couvert égal à oui? C'est tous les exemples de E. Maintenant, je refais un autre DT parce que je suis dans DT de cet ensemble-là. J'ai commencé avec ça, DT de ça. Donc, tous les exemples appartiennent à la même classe qui est oui. Donc, affecter l'étiquette CI. C'est quoi CI? C'est la classe C1, C2. Ici, il y a C1, C2 et CI, normalement, c'est pour oui. D'accord? Ici, j'affecte oui parce que tous les enregistrements appartiennent à oui. Pour ça. Donc, qu'est-ce que je vais affecter? Oui à couvert. Oui à couvert. Regardez, oui à couvert. Pour les autres, ils ne sont pas
pur. Donc, je vais refaire la même logique que j'avais fait pour E. La même logique. Sauf que E1, qui était ici, sauf que E1, il est plus petit que E. J'ai discriminé. Et je peux choisir aussi aléatoirement, parce que jusqu'à présent, je choisis aléatoirement. D'accord? Vous pouvez choisir aléatoirement humidité. Vous allez avoir haute, normale, et vous allez avoir le vent, et ainsi de suite. Et vous allez avoir cet arbre de décision finalement. Mais jusqu'à présent, on choisit les attributs de manière aléatoire. D'accord? Alors, arbre simple. Dans cette première manière de choix aléatoire, heureusement, on a eu un arbre simple. Et nous avons dit dans les critères de sélection d'arbre décision, bien d'un bon arbre décision, il faut que l'arbre soit simple à interpréter. Voilà un arbre simple. Maintenant, au lieu de pif, je vais sélectionner température. Regarde, je vais avoir un autre arbre à décision. Donc, la même logique, température, il y a chaud, bon, frais, donc trois choses. Je vais avoir un premier dataset qui est non pur, un deuxième dataset qui est aussi non pur, et un troisième dataset qui est non pur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer la même chose. Et je vais finalement avoir cet arbre de décision. Un arbre compliqué un petit peu. Il est lisible, c'est vrai, mais il est compliqué par rapport à celui-là. Il est compliqué par rapport à celui-là. Voilà, donc ça c'est juste comment construire un arbre de décision. Et jusqu'à présent, on sélectionne les attributs et aussi les attributs intermédiaires dans les sous-datasets de manière aléatoire. Je choisis un attribut. Alors, dans la suite, bien sûr, ou bien déjà, combien de choix aléatoires je peux avoir? Je peux avoir une infinité de choix aléatoires. Si jamais j'ai plusieurs attributs et j'ai plusieurs lignes. Donc, le problème qui va se poser, c'est quoi exactement? Bien sûr, on peut avoir ce constat, si le langage est adéquat, il est toujours possible de construire un arbre à décision qui classe correctement les exemples d'apprentissage. Il y a le plus souvent de nombreux arbres à décision possibles qui sont corrects en général. Mais quel est le meilleur? D'accord? Parce qu'il y a plus souvent de nombreux arbres à décision, mais c'est quoi le meilleur? Impossibilité de procéder par énumération-évaluation. C'est-à-dire choisir le meilleur. En général, on peut dire on a un arbre à décision qui est DT1. Il faut l'évaluer par rapport à confusion de matrice, voire confusion de matrice. DT2, voir la confusion de matrice. DT3, d'accord, voir la confusion de matrice. Et je peux avoir une infinité. Une infinité, ça peut se calculer, d'accord? Donc, impossibilité de procéder par énumération, c'est-à-dire DT1, DT2, DT3, je ne peux pas le faire, c'est-à-dire évaluer et choisir le meilleur. Énumérer toutes les solutions possibles et dire, par exemple, le DT3 est le meilleur. Pourquoi? Parce que selon la matrice de confusion, voilà le résultat que nous avons eu, donc DT3 est le meilleur. Impossible de procéder ainsi. Pourquoi? Parce que uniquement si nous avons 4 attributs et 3 valeurs chacun possibles par attribut, nous allons avoir 55 296 arbres. D'accord? Si jamais vous allez avoir, je ne sais pas, 50 attributs, vous allez avoir 15 valeurs chacun, catégorielles toujours, si vous voulez dire, à ce moment-là, vous allez avoir ça, c'est exponentiel. Vous allez avoir un problème NP complet. C'est-à-dire que vous allez avoir une infinité d'arbres de décision, donc vous ne pouvez pas procéder à énumération et variation. Pourquoi? Parce que vous avez un problème NP complet. Pourquoi? Parce que vous avez une infinité de solutions possibles. Quelle est la meilleure? Je ne peux pas évaluer. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'il faut faire une heuristique. D'accord? Donc, on aura besoin, ou bien méta-heuristique si vous voulez dire, nécessité d'une démarche constructive itérative. Donc, on va avoir déjà, ou bien on va se baser sur le constat qui dit quel est l'attribut à sélectionner qui permet d'avoir un arbre simple. Regardez déjà,
cette question-là, entre ces deux, quel est l'attribut à sélectionner pour avoir un arbre simple? Tout à l'heure, on avait sélectionné pif de manière aléatoire. Et par la suite, nous avons sélectionné température de manière aléatoire. L'autre arbre dans lequel nous avons choisi pif, il est simple. Donc, la chose ou bien le démarrage, c'est sélectionner l'attribut pour avoir un arbre simple. Donc, un arbre simple, c'est quoi? C'est lui qui minimise l'espérance du nombre de tests pour classer un objet. C'est-à-dire minimise le nombre de tests pour classer un objet. Directement, je peux, par exemple, ça, et je peux avoir dans 3 ou bien 4 questions, d'accord? Minimise le nombre de questions. Donc, si je vais suivre cette branche-là, je vais avoir une question, 2 questions, 3 questions, et je vais classer. Si je vais suivre ça, je peux avoir déjà une question, 2 questions. Une question, la première question, la deuxième question, voilà la classe. Donc ça, c'est un arbre simple. Pourquoi? Parce qu'il minimise l'espérance du nombre de tests pour classer un nouvel objet. Voilà, voilà la classe. Sinon, voilà la classe. Par contre, par exemple ici, pour classer, tu peux aller ça, là, d'accord, là. Donc ça, c'est un peu beaucoup par rapport à un arbre simple. Donc, le principe de base, c'est sélectionner un attribut qui permet de partitionner l'ensemble de la base d'apprentissage dans des sous-ensembles le plus pur possible. Regardez tout à l'heure, si je reviens aussi au premier exemple. Déjà, le choix de pif, une fois nous avons choisi pif, déjà on a pu avoir un ensemble pur. Donc, le choix de pif nous a permis d'avoir le plus de possibilités d'avoir un ensemble pur, au contraire du choix de température. Il n'a pas permis d'avoir un ensemble pur dans la première itération. Donc, le principe de base, c'est sélectionner l'attribut qui permet de partitionner l'ensemble de la base d'apprentissage dans des sous-ensembles le plus pur possible. Donc, comment ça se fait? D'accord? Comment ça se fait? En utilisant le principe, par exemple, de l'entropie. Ça n'empêche qu'il y a d'autres méthodes. Nous allons expliquer cette technique-là qui est l'entropie. Alors, c'est quoi l'entropie? C'est quoi l'entropie ou bien la mesure de l'impureté? Parce qu'un dataset pur ou bien impur. Donc, le problème revient à mesurer l'impureté d'un dataset. Comment le mesurer? Normalement, cette question-là revient à une technique en thermodynamique qui est l'entropie de Boltzmann. D'accord? Et ensuite, l'entropie de Shannon généralisée, et ça date depuis 1949, où il a proposé une mesure d'entropie valable pour la distribution discrète de probabilité. C'est-à-dire c'est une approche probabiliste derrière. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette technique? Elle exprime la quantité d'informations, c'est-à-dire le nombre de bits nécessaires pour spécifier la distribution. Et l'entropie, ou bien l'impureté, ça se mesure d'après cette équation. Donc ici, si vous allez bien l'examiner, il y a I égale à moins sigma I égale à 1 jusqu'à K de PI log base 2 de PI. Finalement, pour calculer I, qu'est-ce que je dois calculer? P1, P2, P3. Supposons que j'ai 3 choses, ou bien 3 classes, si vous voulez dire. D'accord? Nous, en général, on a uniquement 2 classes. C'est-à-dire, le problème revient à calculer P1 et P2. P1, c'est quoi? C'est une probabilité. Et P2, c'est une autre probabilité. Et bien sûr, regardez ici. Ça, c'est, par exemple, c'est log de PI. Si je calcule P1, je suis capable de calculer log de P1. D'accord? Et je vais faire la somme. P1 log P1 plus P2 log P2 plus P3 log P3 et ainsi de suite.
OPI et la probabilité de la classe CI. Jusqu'à présent, on doit passer à un exemple pour comprendre. D'accord? Alors, c'est pour cela que je vais choisir un autre exemple. Ce n'est pas celle de PIF et ainsi de suite. Sinon, si vous voulez qu'on revienne à PIF ici, c'est quoi la probabilité de la classe? Ça, c'est pour E de départ. C'est quoi la probabilité de non? Donc, il y a deux probabilités. C'est Pn pour non et P de oui. D'accord? C'est qui est O. D'accord? C'est quoi la probabilité de N qui est non? Déjà, j'ai combien d'enregistrements? 14 enregistrements. Donc, je vais avoir quelque chose sur 14 parce que le calcul de la probabilité ici, c'est très simple. La même chose pour la probabilité de O égale à quelque chose sur 14. Et la somme des deux probabilités doit être égale à 1. D'accord? Donc, il suffit de calculer la probabilité de N. C'est quoi N? 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc, ici, c'est 5. Donc, la probabilité de N, c'est 5 sur 14. Et l'autre, c'est automatiquement 9 sur 14. D'accord? Donc, c'est quoi le I? L'entropie relative à E. Le I de E égale. Parce qu'il y avait un moins sigma quelque chose. Moins 5 sur 14. Log 2. Log à la base 2. De 5 sur 14. Continuez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux avoir? Monsieur Neji, excusez-moi. Donc la probabilité, c'est par rapport à la même classe ou c'est par rapport à l'ensemble des classes, le 14? À l'ensemble des classes. À À l'ensemble. l'ensemble des classes. Oui, voilà, ici, parce que j'ai 14. Le E contient 14 enregistrements. Regarde ici. L'ensemble, c'est ça. La probabilité de non dans cet ensemble, c'est 5 sur 14. D'accord? Et la probabilité de oui, c'est 9 sur 14. 9 sur 14 plus 9 sur 14 égale à 1. Tu vois? Je donne un autre exemple. Je vais ici faire carré, d'accord? Carré, triangle, triangle, triangle. Calculez-moi l'entropie de cet ensemble. Attendez, je vais revenir à cet exemple. Ça, c'est un autre exemple. Je vais revenir à ça. Je termine d'abord ça. L'entropie de E, le E c'est celui-là, tout cet exemple, égale à moins 5 sur 14, la probabilité de la première classe qui est négative. Log 2, la même probabilité, donc ici c'est Pn, c'est moins log Pn, moins la probabilité positive, ou bien O, ou bien oui. 9 sur 14, 9 sur 14, log, toujours base 2. Log base 2, de 9 sur 14. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Parce que j'ai une formule. J'ai rien fait. J'ai juste appliqué une formule. Donc ici, log 9 sur 14. Ici, log 5 sur 14. D'accord? Et la formule, c'est celle-là. Voilà. I, ou bien l'entropie moins sigma PI log de PI. J'ai oui, non. J'ai deux classes. D'accord? Où PI est la probabilité de la classe CI. Combien de classes j'ai? Pour I égale à 1 et 2. C1, c'est oui. Ou bien non. Moi, j'ai considéré ici c'est non. Et 2, c'est yes. D'accord? Donc, P1 log de P1 moins P2 log de P2, parce que j'ai deux classes. Si jamais j'ai trois classes, je vais avoir P1 log de P1 moins P2 log de P2 moins P3 log de P3.
Je reviens parce que jusqu'à maintenant, j'applique cette formule. Je reviens ici. Voilà. Ça, c'est les deux probabilités. J'ai 5 sur 14, j'ai 9 sur 14. Maintenant, supposons que j'ai cet ensemble-là. Ça, c'est mon E. Parce que l'entropie, c'est relatif à un ensemble. Un ensemble. Ici, combien de classes j'ai? J'ai la classe rectangle et la classe Triangle. triangle. Donnez-moi son entropie, IE. Ou bien, je vais le nommer IEX. D'accord? Donc, ça va être moins 2 sur 5. Très bien. D'accord? Fois log Moins 2 sur base égal. 2. Ici, c'est U, I, l'entropie, ou bien l'impureté. C'est pour cela qu'on utilise I. L'impureté égale, donc moins 2 sur 5 log 2, d'accord. De quoi? De 2 sur 5. 2 sur 5. Moins quoi? Moins 3 sur 5. Moins 3 sur 5. Fois log 2. Log 2. 3 sur 5. C'est ça l'astuce. D'accord? C'est ça l'astuce. Supposons que je vais vous donner un autre dataset. Regardez, un autre ensemble. Je vais mettre triangle. Ah, plutôt rectangle. Rectangle. Oui, je vais mettre triangle. Combien de classes jusqu'à présent j'ai? 2. Si je vais faire un cercle, Bah, ça va être 3. 3 classes. Donnez-moi l'impureté relative à cet ensemble-là. Et égale à quoi? Donc, moins 3 sur 9. Très bien. Fois log 2, 3 sur 9. Très bien. Bah, après, il y a les triangles. Bah, ça va être 2 sur 9. Très bien. Moins 2 sur 9. Voilà. Puis, il y a le... Log 2 sur 9. Voilà. Moins 4 sur 9. Log 4 sur 9. Tu vois? Donc, si vous allez comprendre cette partie-là, le reste, c'est simple. Parce que tout le reste se base sur cette idée de mesure d'impureté. Donc, je vais aller avancer un petit peu. Donc, certainement, je vais changer l'exemple. Donc, j'étais en train de choisir ça, oui ou non. Maintenant, je vais avoir un autre exemple. Soit le dataset suivant, toujours 14 enregistrements. On connaît la formule, c'est la suivante. Et que je connais la probabilité. J'ai deux classes, parce que les classes, c'est soit triangle, soit square. D'accord? Donc, j'ai 5 triangles et 9 squares. C'est quoi l'impureté ici? C'est quoi l'entropie? C'est I égale à moins 9 sur 14, log 2, 9 sur 14, moins 5 sur 14, log 5 sur 14. C'est exactement ça. Si tu vas la calculer, tu vas avoir 0,940 bits. Alors, pour bien sûr, on doit déjà tester pour ça, et je vous invite à... Normalement, vous êtes des développeurs et vous êtes capable de créer des petits programmes qui vont calculer ça. Parce que par la suite, on aura besoin de ça. Et je vais définir une fonction que je peux l'appeler impureté ou bien impureté. Voilà, impureté. Voilà, impureté. Bien entropie. C'est grave, c'est pas grave. Je vais la garder impureté. Qu'est-ce que je dois lui passer en paramètre? Finalement, vous pouvez utiliser les vecteurs, NumPy et ainsi de suite. Mais maintenant, pour simplifier, je vais déjà calculer l'impureté pour deux classes, pour deux probabilités toujours. D'accord? Donc, je vais lui passer deux nombres, un 1 et un 2. D'accord? Qu'est-ce que je dois retourner? Return. Return quoi? Alors, c'est quoi le résultat? Sur 14. 14, c'est quoi? C'est le nombre. C'est le nombre d'occurrences. Un 1 plus un 2. D'accord? Un 1 sur un 2. Donc, probabilité 1, je vais dire P1. D'accord? Égal. Un 1
sur N1 plus N2. C'est bien ça. Vous êtes bien d'accord. Et la probabilité 2 égale à quoi? Égale à N2 sur toujours N1 plus N2. D'accord? Et qu'est-ce que vous allez retourner? Moins P1. Log 2. Log 2, je vais le calculer. Moins P1 fois log 2. D'accord? Log 2, c'est une fonction qu'on va la définir. Log 2 de P1 moins P2 fois log base 2. D'accord? Ici, log 2, c'est log base 2. On va définir cette fonction. On va la définir. Base 2, je vais la garder comme ça, log 2. On va la définir, cette fonction, parce qu'elle n'existe pas. P2. Et il va retourner le résultat. Donc, si je vais faire ceci, c'est quoi ça? Ah oui, parce que je ne l'ai pas utilisé encore. Impureté N1, N2, 5 et 9. D'accord? Log 2 n'est pas défini. Alors, je dois définir log 2. Def log base 2 qui reçoit un nombre. D'accord? Un nombre. Est-ce qu'elle doit retourner un log? C'est quoi log 2? Il faut calculer. Moi, à chaque fois, je le fais, mais à chaque fois, je l'oublie parce que c'est une compétence à part que tu peux l'avoir très rapidement. Donc, on sait c'est quoi log n. Regardez, je vais faire log n. Supposons je vais faire ln, je ne sais pas, est-ce qu'il est, non? Donc, np, peut-être import, attendez, import numpy as np. Je vais faire ici A. Je vais faire np.ln. 25. Voilà, NumPy has no. Alors, sinon math. Alors, NumPy, c'est pas Python, je vais dire Python, d'accord? Logarithme. Logarithme n'est pas rien. Ou bien je vais faire logarithme base 2. Base 2. Alors, il y a directement math.log2. Il y a math.log2? Oui, je pense, oui. Regardez, il est sous cette forme-là. Il faut. Non, ça n'existe pas. Ah, il y a math.log2. D'accord. Alors, math.log2. Alors, return math.log2 de n. D'accord? C'est bien. Je peux faire ça. Donc, je peux faire log 2, par exemple, de 2. D'accord? C'est quoi alors? Math is import math. Ce sont des astuces. Import math. Voilà. Alors, pour 2 égale à 1. Pour 4 égale à ça. Donc, log 2 existe. Tant pis. Moi, je l'avais développé autrement parce que le log à base 2 égale à ln sur ln2. D'accord? Log base 2. Logarithme base 2. Base 2. Sur LN10, je pense, non? Ouais, je sais pas. Attends. Formule, c'est ici. Il est où déjà? Il y a des formules qui sont directement là. Formule, je vais faire formule. Tu vois, log base P, LP sur LN10. Peut-être c'est ça. Log P, logarithme changement de base. Finalement, log final base 2. Voilà, log base A, tu vois, log B, c'est quoi? Base B, c'est quoi B ici? Voilà, log base 10, le plus important, c'est ça. Log base 10,
n égale à ln sur ln 10. D'accord? Donc, log à base 2 égale à ln, logarithme népérien de n sur ln de 2. C'est ça, final. Tu vois? Donc, c'est ça exactement. On va le tester peut-être autrement. On va déjà utiliser ça. On va utiliser ça sans trop tarder sûr. Parce qu'on a dans maths de Python, on a log 2. D'accord? Et on va tester est-ce qu'on va trouver le bon résultat, c'est-à-dire 0,940 pour ce résultat-là, pour le i. Donc, on doit trouver la même chose. Alors, j'ai déjà log 2, je l'ai défini. Donc, je vais supprimer cette partie-là. Je n'ai pas besoin de cette partie. Je n'ai pas besoin de cette partie. D'accord? Je n'ai pas besoin de NumPy. J'ai besoin de maths. Voilà. Donc, je vais réexécuter. 0,940. Vous voyez? Donc, déjà, cette formule-là, elle est correcte. Donc, voilà, donc on sait comment calculer l'impureté et comment écrire le code équivalent pour le savoir. Et maintenant, on va continuer sur cet exemple-là. Alors, parce que toujours la question qui se pose, c'est comment sélectionner un attribut. Calculer deux mesures, l'impureté pour l'ensemble S et le gain anthropique associé à un attribut. Regardez, deux choses. Pour sélectionner un attribut, il faut calculer deux mesures. L'impureté pour l'ensemble S de départ, par exemple ici l'ensemble S, c'est tout ça, calculer son impureté. Et la deuxième chose qu'on ne connaît pas encore, c'est calculer le gain anthropique associé à un attribut A. Alors comment faire? Déjà l'entropie, c'est ça, donc on l'avait fait, donc ça c'est juste sa variation. Donc elle peut être nulle quand il n'y a qu'une classe. Pourquoi? Parce que s'il y a une classe, alors certainement la probabilité, si vous avez une seule classe, vous avez la probabilité égale à 1 d'une classe et l'autre égale à 0. Donc vous allez avoir 0 fois log quelque chose, même si c'est infini, normalement c'est 0 fois quelque chose égale à 0, moins 1 fois log 1. Log 1, c'est 0. Donc c'est nul. À quel moment? Si nous avons une seule classe dans l'ensemble, c'est-à-dire le dataset, il est pur. D'autant plus grande quand les classes sont équiprobables. Regardez. Ici, j'ai deux classes. Ça, c'est l'impureté. Ça, c'est I. Quand est-ce qu'elle peut être maximale? Et elle peut avoir la valeur 1. Quand? C'est dans le cas où les deux classes sont équiprobables. C'est-à-dire équiprobables. La probabilité de chaque classe, c'est 0,5. Par exemple, si vous avez deux classes C1 et C2, et leur probabilité, par exemple, c'est 7 sur 14, et l'autre est forcément 7 sur 14, c'est-à-dire 0,5, 0,5. D'accord? À ce moment-là, vous allez avoir l'impureté égale à 1. Parce que les deux probabilités sont 0,5, 0,5. Autrement dit, vous allez avoir 0,5 fois. Regardez, si on va revenir à notre exemple. On va revenir ici. On va avoir l'impureté de 5, 5. C'est-à-dire N1 égale à 5, N2 égale à 5. Donc P1 égale à quoi? P1 égale à 5 sur 10. Et P2 égale à 5 sur 10. Donc si j'ai les nombres N1 égale à 5 et N2 égale à 5, ici je vais avoir combien? Je dois avoir 1. Regarde ici. Donc ça, c'est l'application numérique. Et ça, c'est la justification, et ça, c'est le graphe. Vos logs de cas quand les cas classes sont équiprobables en général. Unité de bit, c'est le bit d'information. Ça, c'est l'unité de mesure. Je vais avoir i égale à, par exemple, 0,940 bits. Ça, c'est l'unité de mesure, comme le mètre, le kilogramme, et ainsi de suite. Mais dans la théorie de l'information, on a le bit, c'est l'unité de mesure. Alors, donc, ça, ce n'est que autre forme. De toute façon, la même chose ici. Si j'ai deux classes, une classe positive, une classe négative, voilà, le IS égale à I
de quoi? De positif, négatif. Et ça, ce sont d'autres manières d'écrire les mêmes formules, sans perdre du temps là-dessus. Bien sûr, c'est la même chose. Si vous allez la détailler davantage, vous allez trouver que je parle de la même chose. Il n'y a pas de nouvelle chose ici. D'accord? Voilà, peut-être ça. La probabilité, c'est P, c'est positif plus négatif. C'est-à-dire si le nombre de positifs égale à 5 et le nombre de négatifs égale à 7, alors c'est quoi l'impureté? C'est 5 fois log 2, 5, moins 7 log 2 de... Non, c'est 5 sur 12. D'accord, c'est 5 sur 12. Log 5 sur 12, moins, ou bien plus. Non, moi, je vais dire moins dans les deux. D'accord? Sinon, je factorise par moins et je vais dire des plus. Alors, moins 5 sur 12, log 5 sur 12, moins 7 sur 12, log 7 sur 12. Et le gain anthropique associé à un attribut, il se calcule par la manière suivante. C'est-à-dire, j'ai le S et j'ai l'attribut égal à IS. Égal à IS. On sait comment la calculer, moins E résiduel de A. Donc, le problème revient à calculer le E résiduel de A. Comment calculer le E résiduel de A? En suivant cette formule. E résiduel de A égale à probabilité, égale à sigma déjà. PV IV. C'est quoi PV? V appartenant à A. Revenons ici revenons ici. Ça, c'est l'attribut, par exemple, color. Donc, A, l'attribut A, c'est color. Ou bien A color, attribut color. Et V appartenant à l'attribut. C'est quoi V? C'est green, yellow et red. Il y a 3 V. D'accord? Donc, ici, il y a combien? Il y a V1 pour green, V2 pour yellow et V3 pour red. Alors, qu'est-ce que je vais avoir selon la formule? Regardez ici la formule. La formule. C'est PV IV. C'est-à-dire, PV, c'est quoi? C'est déjà sigma. Sigma. Je vais juste la développer. Sigma PV IV. Je vais revenir. Alors, c'est quoi le E résiduel? E résiduel. RS. De color. Parce qu'il y avait un sigma PVIV, donc égal. PV, la probabilité de V1. D'accord? Fois quoi? Fois IV1. I relatif à V1. C'est un sigma. Qu'est-ce que je dois faire à votre avis? Qu'est-ce que je dois faire? Plus. Plus quoi? Le sable. Ou bien quelqu'un d'autre. Brahim et Toufqir. Qu'est-ce que je dois faire? Vous êtes là? Yalla, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Égal PV, PV1 IV1 plus PV2 IV2. Alors, dites-moi la dernière. Rapidement. Plus. Mais il reste que le PV3. Très bien. PV3 et V3. D'accord? Plus PV3 et V3 et V3 et V3. Et on sait comment calculer, et c'est simple, vous allez voir que c'est simple. Alors, si je vais choisir une autre couleur, ça peut-être vous ne connaissez pas, mais c'est simple à calculer parce que je sais que vous savez la calculer si vous... Parce que c'est la même chose que ici. Donc ça, c'est aussi simple. Et ça, c'est aussi simple. Non, ici, c'est V2, pardon. Ici, c'est V2. Donc, PV1, IV1, PV2, IV2, plus PV3, IV3.
Qu'est-ce que ça veut dire PV1? Regardez ici. Green. Parce que je suis dans un ensemble. La probabilité de green de V1, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 sur 14. D'accord? PV1, c'est 5 sur 14. C'est 5 sur 14. Est-ce que vous avez compris que PV1 égale à 5? Pourquoi PV1 égale à 5 sur 14? Vous avez compris? Oui, tout à fait, tout à fait, monsieur Najib. 2, 3, 4, 5. Il nous reste IV1. Maintenant, pour calculer IV1, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez barrer les autres. Vous allez barrer yellow, vous allez barrer red, vous allez barrer red ici, et vous allez garder que green. Parce que vous allez faire un filtre. Et l'impureté, ça se calcule comment? En se basant sur les classes. Regardez, probabilité de square et probabilité de triangle. Il faut connaître le nombre de triangles et le nombre de squares. Tout simplement, il faut connaître un 1, un 1 et un 2. D'accord? Mais en faisant le filtre sur green. Donc, triangle 1, 2, toujours pour green. 3. Voilà, 3. Vous avez triangle 3. Pour un 2, square. Donc, pour un 2, square. 1, d'accord, 1 et 2. Vous avez 2. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez 5 dans green. Dans green, vous avez 5. Donc, vous devez aussi trouver le 2 plus 3 égale à 5. Donc, je connais un 1, je connais un 2. C'est quoi le I? Ça. C'est quoi le I? Moins 3 sur Z. Bah, sur 14. Non, chauffe. 3, 2. 3, Ici, 2, donc sur 5. 5. Voilà, moins Sur 3 5. sur 5, log 2. 3 sur 5, moins 2 sur 5, log 2 sur 5. Et tu vas trouver le IV1. La même chose pour PV2, d'accord? Et IV2 et PV3, IV3. Donc, si vous connaissez cette partie-là, les autres sont pareils. D'abord les hadrin هنا. Si jamais dans l'examen, je vais vous donner un oral. 2 minutes. Calcule-moi l'entropie, le gain entropique de ça. Tac, 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 tac. Validé, non validé. واش متفقين معايا ولا لا؟ ياك ساهل هذا الشيء هذا. زكريا علالية. زكريا المهم. وي زكريا المهم. J'espère تكونوا متبعين معايا مزيان ou vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de faire. Alors, j'avance. Maintenant, je reviens. Je reviens parce que maintenant, on connaît le principe de base. Je reviens ici. Alors, il y a deux choses à calculer. Il y a le IS, ça on sait le faire. Et le gain associé à un attribut, c'est le IS moins I résiduel de A, et ça on l'a fait, par l'exemple. Alors, en quoi la connaissance de la valeur de l'attribut A m'apporte une information sur la classe d'un exemple? Ça, c'est la question qu'on se pose pour trouver le meilleur attribut. Alors, maintenant, si jamais je vais choisir un attribut A, et comme je l'avais dit, je vais faire des filtres, comme la couleur. Couleur, green, red, yellow. D'accord? Au début, mon dataset égale à N, et le N égale à N plus P, c'est-à-dire négatif plus positif égale à grand N. Je reviens ici. Voilà. Je vais faire ça pour éliminer tout ce qui reste. Voilà. Alors, si jamais je considère que T c'est positif et square c'est négatif. Donc, je vais avoir N1, d'accord, N1, grand N1 et grand N2. Donc, le N1 c'est le nombre de triangles et le grand N2 c'est le nombre de squares. D'accord, c'est ici, par exemple.
Regarde. Le n, j'ai un objet divisé en plutôt petit n et petit p. Le n, c'est le nombre de squares et le p, c'est le nombre de triangles. Et l'attribut A, il a 3 valeurs. Je vais aller ici. L'attribut A, il a 3 valeurs. L'attribut A qui est color, par exemple, il a 3 valeurs. 1, 2 et 3. 3 valeurs différentes. Donc, dans ces 3 valeurs différentes, pour n, mais je vais avoir que n1, un sous-ensemble. Je vais discriminer n1. Et dans ce n1, je vais avoir petit n1 et petit p1. n1 toujours c'est négatif, p1 c'est positif. Et n1 plus p1 égale à n1. Et je vais avoir ici la même chose, toujours la même règle. Donc finalement, E résiduel A égale à n1 sur n fois IP1 n1. C'est quoi IP1 n1? C'est-à-dire, j'avais dit tout à l'heure, même on l'a implémenté de cette manière. Pour calculer l'impureté, il faut lui passer le nombre de la première classe et le nombre de la deuxième classe. Le nombre de la première classe et le nombre de la deuxième classe. C'est-à-dire, si vous voulez dire Pn, positif, négatif. D'accord? Et vous allez faire la probabilité n égale à n sur n plus p. D'accord? Ça revient au même. C'est une autre manière. Et ça, c'est n plus p. Et c'est la probabilité p2 moins p1 fois log. Voilà. D'accord? Donc, finalement, c'est ça. Ça, c'est pas n2, c'est p. Voilà. Alors, je reviens ici. Ça, c'est une autre représentation. Donc, si je connais le nombre de N1, P1, N2, P2, N3, P3, je peux faire égal à N1 sur N, qui est la probabilité. Donc, N1 sur N, la probabilité de green, par exemple. La probabilité de yellow, c'est N2 sur N. Et la probabilité de red, c'est N3 sur N. Et la même chose s'applique. Donc, je vais calculer E résiduel de A. Donc, application numérique pour ça. D'accord? Ça veut rien dire, d'accord? Mais on va le calculer par rapport à ça. Voilà, donc on calcule le I, ça vous le connaissez, d'accord? Le I de l'ensemble. Donc maintenant, on va appliquer l'algorithme à cet ensemble. On a commencé par calculer l'entropie générale de l'ensemble. Donc, vous connaissez qu'il y a 5 et 9. Donc, il y a l'entropie, c'est ça. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, ça, c'est l'autre implémentation pour calculer, en fait. D'accord. Alors maintenant, on a dit que le meilleur attribut est celui qui maximise le gain. J'ai combien d'attributs? J'ai 1, 2, 3. Et je dois sélectionner le meilleur. Le meilleur, c'est celui qui maximise le gain. Et le gain anthropique, c'est ça. C'est ça sa formule. Donc, pour choisir le meilleur, c'est-à-dire est-ce que je vais choisir color ou bien outline ou bien dot, je dois calculer le gain pour color, calculer le gain pour outline et calculer le gain pour dot. Et je vais choisir celui ayant la valeur maximale. Autrement dit, remarquez ici qu'il y a le IS moins IRS color, IS toujours moins IRS outline, et S toujours moins IRS dot. Donc, celui qui a le gain maximal, autrement dit, il a le I résiduel minimal, parce que toujours je vais avoir la même valeur, le IS. Supposons que le IS ici égale à 0,914. 914. 0,914 moins quelque chose. Moins quelque chose qui est X. Quand est-ce que je maximise cette valeur? Une fois le X, il est minimal. Donc, soit je maximise le gain ou bien je minimise le R résiduel. Donc, ça, c'est évident, je pense.
Alors, finalement, je vais calculer trois choses. Le IS, il sera calculé une seule fois, sinon, ce n'est pas la peine de le calculer. Sinon, je peux me baser uniquement sur le I résiduel. Je dois calculer le premier I résiduel de color, de la même manière I résiduel de outline et la même manière I résiduel de dot. Alors, je vais faire ceci. Déjà, le IS égale à 0,940, donc, parce que j'ai 9,5. J'ai 9,5. Et maintenant, je vais choisir que je vais faire celui de color. Alors, le I résiduel de color égale à ça. I résiduel de color égale à sigma V appartenant à color PV IV. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais faire? I res color égale à probabilité de red fois I red, plus probabilité de green fois I green, plus probabilité de yellow fois I yellow. Alors, maintenant, P red égale à 5 sur 14. La probabilité de green égale à 5 sur 14. La probabilité du yellow égale à 4 sur 14. Et regardez, la somme doit être égale à 14 sur 14. 5 plus 5 plus 4. Ça fait 14. Alors maintenant, le color. Qu'est-ce que je vais avoir le I-red. Donc, si je vais choisir color, je vais avoir ça. Vous voyez, je vais avoir un premier dataset. Suivant un filtre de red, je vais éliminer les autres couleurs, donc je vais avoir que ça. Mais ici, il y a combien de classes? Il y a la classe triangle, il y a la classe square. Donc, ici, c'est quoi le I de ça? C'est quoi le I? Ça revient à calculer le I de quoi? Si je vais passer deux valeurs. Et de quoi? Dites-moi, s'il vous plaît, c'est j'ai 3 triangles et 2. Donc, je peux avoir 3, 2. Donc, moins 3 sur 5, log 2, log à base 2, 3 sur 5, moins 2 sur 5, log à base 2, 2 sur 5. C'est comme ça. Regarde. Et 3, 2 égale à I de 3, c'est la même chose. Donc, égal à combien? Égal à 0,991. La même chose pour le green. Green ici, c'est toujours I3, 2, donc égal à ça. Exactement la même chose. Et le troisième, regardez ici, il n'y a que le square. Et nous avons dit, ça c'est 0. D'accord? Le I de ça égale à 0. Parce que 0 fois log 0, donc c'est 0, moins 1, parce que la probabilité c'est 1 fois log 1. Log 1 c'est 0, 1 fois log 0, 1 fois 0 c'est 0. Donc on va avoir 0. D'accord? Alors, maintenant j'ai calculé les I, d'accord? I1, I2, I3, donc je peux faire ce calcul. Tout ce calcul, je peux le faire. Donc 5 sur 14 fois 0,991 plus 5 sur 14 fois 0,991 plus 4 sur 14 fois 0. Donc ça va donner ça. D'accord? Ça va donner ça. Ça, c'est le I résiduel color. Donc, c'est quoi le gain anthropique? Le gain anthropique, c'est le IS qui est le départ 0,940 moins 0. Attendez, ici, il y a un problème. Moins 694. 694. Égal à combien? Égal à 0,246. Donc, voilà. Donc, on refait la même chose pour outline et dot. On a fait le I résiduel pour ça. On va faire la même chose pour outline et dot. On va trouver que ça, le gain égale à ici et le gain égale à là. Donc, celui qui maximise le gain anthropique, c'est color. Ou bien, autrement dit, qui minimise le I résiduel. Qui minimise le I résiduel? C'est toujours color. Parce que pour ça, c'est 0,694. Le deuxième, finalement, je n'ai pas, d'accord, j'ai pas noté. Donc, finalement, le gain color, c'est le maximal. Donc, le color, c'est l'attribut racine. Donc, je vais le choisir en tant que racine. Et je vais faire color, red, ça, et je vais faire ceci.
Et regardez que jusqu'à là, l'ensemble est pur. Donc, je peux le barrer et le mettre square. D'accord? Je peux mettre square. Voilà, square. Ça, c'est pas pur, donc je dois refaire l'algorithme. Et ça, c'est pas pur, je dois aussi refaire l'algorithme. Et tout calcul fait, voilà, jusqu'à présent, j'ai une seule règle. Si color égale à yellow, alors classe égale à square. Les autres, je ne connais pas la décision encore parce que c'est toujours, il n'y a pas un ensemble pur. Si color égale à green, encore partitionné, regardez, partitionné. Et si color égale à red, encore partitionné. Je suis là. Alors, pour les attributs catégories, c'est la même chose. Donc, voilà. Donc, maintenant, déjà, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, attendez, c'est quoi l'objectif? Pour la branche de green, d'accord? Donc, je vais choisir que le green, d'accord? Je vais choisir uniquement ça. Je vais, comme j'avais fait tout à l'heure, je garde que le green pour développer cette partie-là. Je m'en fous du reste. C'est pour cela c'est discriminant. Je reviens. L'arbre à décision, c'est discriminant. Et je calcule. Donnez-moi le I de cet ensemble-là. E de S, on le note, ou bien I de E, ou bien comme vous voulez. Donc, T, T, S, combien de T? 2, 3. Donc, 3 et square, 1, 2. Donc, égal à I. I de S égale à I, 3, 2. Voilà. Et aussi, je calcule de la même manière jusqu'à, d'accord, jusqu'à trouver le résultat qu'il faut. Et ici, je calcule est-ce que je vais choisir entre outline ou bien dot. Je calcule I résiduel de outline de cette manière et I résiduel de dot de la même manière. D'accord? Je vais trouver que I résiduel de outline égale à 0. Donc, le gain de outline égale à 0,991. Et la même chose s'applique. D'accord? La même chose s'applique pour les autres. Et résiduel de dot, le gain de dot. Et donc, j'ai le gain de outline. Parce que ici, je pose la question, est-ce que je vais choisir outline ou bien dot? Le gain de outline égale à 0,991. Et le gain de dot égale à 0,08. Donc, qui maximise le gain? C'est celui-là. Donc, ici, je vais choisir, je vais barrer ça. Et je vais mettre quoi? Je vais mettre outline. Outline comme attribut. Parce que je suis en train de développer cette branche. Outline. Vous voyez, outline. Et je vais encore faire solid et dashed. Et vous voyez ici que j'arrive à la décision. Pourquoi? Parce que les datasets ici sont purs. Donc, je vais barrer la feuille et mettre que la classe c'est square. Je vais barrer le dataset et mettre la décision qui est triangle. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai les règles suivantes. Si color égale à yellow, alors classe égale à triangle. Si color égale à green et outline égale à solid, alors classe égale à square. Si, encore c'est une autre règle, si color égale à green et outline égale à dashed, alors classe égale à triangle. Et ainsi de suite. D'accord? La même chose pour ça. Et finalement, mon arbre de décision, c'est le suivant. Donc, maintenant, vous êtes capable, en suivant les mêmes étapes, de réaliser cet exercice. Donc, ceci, bien sûr, on va le faire la semaine prochaine comme exercice. Donc, j'ai déjà uploadé les cours sur Google Classroom. Certainement, vous allez essayer de refaire les choses pour trouver le même arbre de décision. Vous allez essayer aussi de faire cet exercice-là pour trouver l'arbre de décision basé sur des calculs. Bien sûr, ça nécessite beaucoup de calculs. Et bien sûr, une fois comprendre ça,
vous allez savoir que les variables catégorielles en sklearn n'existent pas. Parce que le sklearn en Python utilise uniquement les données numériques. Donc, pour passer ça à Python, il faut faire les transformations qu'il faut. Donc, chose qui vous amène à comment transformer mes données. Ça, c'est une autre question. Et voilà, il faut numériser les données en utilisant l'encoding, plusieurs approches, et ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est la fin de cette séance. Donc, j'espère que vous avez compris le plus important concernant les arbres à décision. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc, on va bien sûr faire des exercices de calcul des arbres à décision la semaine prochaine, Inch'Allah. Maintenant, déjà, j'arrête l'enregistrement.